Bonjour, bienvenue dans la série sur l'intrication. Alors, on sait que lorsqu'on mesure des états superposés, on a des résultats parfaitement aléatoires. On dit parfois que ce caractère aléatoire protège la localité, au moins en partie. Car si, en effet, la probabilité de mesure sur les particules 2 était altérée par la mesure sur 1, la première particule, sur ce qui arrive à la première particule, alors une statistique sur un ensemble de paires de particules intriquées permettrait de savoir si la mesure a été effectuée, une mesure ou toute autre chose a été réalisée sur la première particule. Et ça, c'est impossible en vertu du théorème de non-communication. On ne peut pas savoir instantanément que quelque chose est passé à distance. Nous verrons des exemples de cela. Alors, il existe un théorème important en mécanique quantique qui s'appelle le théorème de non-clonage. Celui-ci dit que il est impossible de cloner un état. C'est-à-dire qu'on a une particule 1 dans un état quelconque, qu'on ne connaît pas, et qu'on transférerait cet état sur une deuxième particule, de façon à ce qu'elle soit dans le même état que la première particule. Et le théorème dit qu'il est impossible de faire ça sans altérer l'état de la première particule. Attention, ici on parle de particules indépendantes, pas de particules intriquées. 1 et 2 sont des particules indépendantes, comme le cas que j'avais présenté, qui était différent d'un état intriqué. Ce théorème, comme pour celui de non-communication, se démontre très rigoureusement à partir des postulats de la mécanique quantique. Il ne souffre pas de difficultés. Mais on peut aussi le démontrer très facilement à partir du théorème de non-communication. Le théorème de non-communication implique le théorème de non-clonage. Alors comment ? Supposons que le clonage soit possible. J'ai deux particules intriquées, 1 et 2. Et je clone la particule 2 pour créer plein de particules avec des états identiques à la particule 2. Attention, ces particules sont non intriquées. Elles ne sont pas intriquées avec 2 et donc pas avec 1. Supposons que je ne fais pas de mesure sur la particule 1. Dans ce cas-là, les clones que j'obtiens sont tous dans l'état superposé H plus V. Si je fais des mesures sur les particules clonées, résultat aléatoire, je vais avoir 50% en moyenne environ, 50% de fois je vais mesurer H, et 50% des cas, je vais mesurer V, une fois sur deux. Supposons par contre maintenant qu'on a fait la mesure sur 1, et qu'on a obtenu par exemple la valeur V. Dans ce cas-là, on sait que toute mesure sur la particule 2 doit donner V. Et donc, si on la clone, on doit obtenir des particules qui aussi, lorsqu'elles sont mesurées, donnent V. Et ces particules sont des particules non intriquées, et une particule non intriquée, indépendante, qui donne toujours V comme résultat, est dans l'état V. Tout simplement. Et donc, si je les mesure, pour toutes ces particules, à 100% des cas, je vais obtenir la valeur V. Et donc, on a alors un moyen de savoir que la mesure sur la première particule, la particule 1, a été faite à distance, instantanément, la localité est brisée. Mais on sait que le théorème de non-localité, de non-communication, nous dit que non, ça c'était pas possible. On ne peut pas briser la localité. Et donc, on ne peut pas cloner. Notons que sans clonage, ça ne marche pas. Par la mesure sur 2 seule, ça ne permet pas de savoir que la mesure a été faite sur la particule 1. Donc supposons qu'on obtienne V sur la particule 2. Est-ce que c'est parce qu'on avait une chance sur 2 d'obtenir V, état H plus V, initialement,
ou bien parce qu'on a effectué la mesure sur 1, et que là aussi, elle avait une chance sur 2 de donner V, elle a donné V, et donc on obtient V. Dans tous les cas, c'est une chance sur 2. Même si j'ai plein de paires intriquées, je vais faire des mesures, et une fois sur 2, j'aurai H, une fois sur 2, j'aurai V. Et parfois, c'est parce que j'ai fait une mesure sur la particule 1, donc le résultat est d'office, mais c'est aléatoire, une chance sur 2 sur la particule 1. Ou soit parce que j'ai pas fait la mesure, mais en mesurant la particule 2, j'ai une chance sur 2 d'obtenir H ou V. Et donc, rien n'indique que la mesure a été faite. C'est toujours une chance sur 2. Et donc, là aussi, le caractère aléatoire, le fait que ça soit une chance sur 2 pour les deux particules quand elles sont dans l'état H plus V, protège la localité. Que se passe-t-il maintenant? Imaginons la situation où j'altère la première particule, la particule 1. Je la manipule, je fais quelque chose avec, n'importe quoi. Par exemple, je la détruis. Je modifie son état. Appelons cet état O. Que se passe-t-il pour la deuxième particule? Eh bien, absolument rien. Toujours en vertu de la non-localité, du théorème de non-communication. Si l'état initial est H plus V, alors en altérant la première particule, j'en fais un état O, on obtient simplement OH plus OV. Ce n'est même plus un état intriqué. L'état de la première particule, la particule 1 est O, et l'autre est un état superposé H plus V, indépendant de l'état de la particule 1. L'intrication est perdue, mais la particule 2 étant toujours dans un état superposé, on ne peut pas le savoir. Comparons avec nos jumeaux. Mon ami qui est à Bruxelles rencontre le jumeau et il le tue. Ou il le tombe. Il lui met la boule à 0. Ou alors, il le teint en bleu. Moi qui suis à Paris, en train de discuter avec son frère jumeau, on ne va rien constater de particulier. C'est des jumeaux classiques, hein, n'oublions pas, de banals jumeaux. Il ne va rien se passer. Je vais juste avoir un jumeau blond devant moi, et on ne sera pas informé de ce qui se passe, tant qu'on n'aura pas reçu un coup de téléphone qui nous dit l'autre, là, il a été tondu. Le jumeau qui est devant moi, il ne va pas brusquement perdre tous ses cheveux. Il en est de même des particules. On l'a dit. La seule différence, c'est le fait que les résultats blonds, noirs, ou pour les cheveux H ou V, sont prédéterminés pour les jumeaux et non prédéterminés pour les particules. C'est la seule différence. Il ne faut donc pas chercher un effet magique à distance. Y a-t-il un moyen de savoir quand une particule est dans un état superposé, H plus V? Elle pourrait être dans l'état H pur, dans l'état V pur, ou dans l'état H plus V. Peut-on savoir, sans altérer l'état de la particule, si cet état est superposé? Le fait est que oui. Il y a deux manières. Alors, si on n'a qu'une seule particule, je ne peux pas effectuer une expérience de type Young pour savoir si on a un état superposé, nous en avions parlé, parce qu'avec une seule particule, on aura un seul impact sur l'écran. Et en plus, c'est destructif, la particule est perdue. Mais, il existe quand même au moins deux méthodes. D'abord, il est possible d'avoir une grandeur, je ne vais pas le démontrer ici, mais il existe ce qu'on appelle un observable, un opérateur quantique, qui correspond à ce type de mesure, dont le résultat de la mesure est superposé ou non superposé. Appelons-le opérateur S pour superposer. On peut aussi utiliser plein de paires intriquées, plein de particules,
on les suppose dans le même état, par exemple, toutes des paires intriquées, et on a toutes les particules 2 qui sont toutes dans le même état, et on peut faire une expérience de Young, de type Young, à supposer bien sûr qu'on puisse faire interférer les états H et V, comme on le faisait des fentes X1 et X2, on le suppose. En fait, c'est bien et bien possible. Il suffit, avec certains dispositifs, de séparer les polarisations verticales et horizontales, et puis de les faire interférer, comme dans un dispositif de Young. Alors, effectuons une mesure avec sur la particule 1. Puis, on fait, sur le 2, un test pour savoir si elle est en état superposé avec l'opérateur S. Et leur réponse est oui. Elle est dans un état superposé. C'est exactement comme on l'avait dit. Ça ne peut pas être instantané. Il ne peut pas se réduire directement dans l'état V, sur la particule 2, parce qu'il y a un moyen de le tester. Et on briserait la localité. Et avec le Young, supposons qu'on ait plein de particules, de paires de particules, 1, 2, on effectue des mesures sur la première particule, et avec les particules 2, on fait une expérience de Young, pour savoir si elle est dans un état superposé. Cela existe. Il y a l'expérience dite du choix différé de Wheeler, qui est une expérience de pensée, ou mieux, l'expérience de Marlan et Scully, qui a réellement été effectuée, qui fait ce genre de test. Inutile de détailler ici ces résultats, je reviendrai là-dessus un peu plus loin. Et le résultat est qu'on n'observe pas d'interférence. Il n'y a pas d'interférence entre les particules 2, entre les composantes H et V. Aurait-on trouvé un moyen, là, avec ce type d'expérience, de détecter le fait qu'on a mesuré la particule 1? Non. Non, et il y a une série de raisons. La première, capitale, supposons que je ne fais pas la mesure sur la particule 1. Dans ce cas-là, l'état est réellement H plus V. Je fais les expériences de Young avec toutes mes particules 2, toutes mes paires intriquées, toutes les particules 2, j'ai l'expérience de Young. Eh bien non, j'ai toujours pas d'interférence. Et donc, voilà, je ne sais pas savoir. Alors pourquoi? C'est dû au fait, en fait, que l'état est intriqué. La mesure sur 1 indique l'état de la particule 2. C'est un peu comme savoir par quelle fente passe la particule dans l'expérience de Young. Et cela détruit les interférences. Car c'est dû au fait qu'on peut savoir par où est passée la particule. En fait, même si vous ne le faites pas, mais si vous avez le moyen de dire, après coup, par exemple, la particule 1 s'éloigne, puis nettement plus loin, plus tard, on vérifie. On a la possibilité de le vérifier à un moment donné. Et rien que ça détruit ces interférences. Il y a moyen de le savoir, même si on ne le fait pas, même si on ferme les yeux. On peut savoir par quelle fente la particule est passée, plus d'interférences. Donc les particules intriquées, on n'arrive pas à provoquer des interférences. Le fait que 1 est une trace de l'état de la particule 2, parce qu'elles sont intriquées, est suffisant pour détruire les interférences. On peut aussi trier les particules 2, après coup. On fait les mesures sur 1, H, V, etc. Et grâce à ça, on trie les particules 2. Et là, se produit quelque chose d'extraordinaire, je ne vais pas démontrer non plus ici, c'est qu'il y a moyen de les trier, de façon à avoir deux ensembles de particules, et chacune crée bel et bien une figure d'interférence. Et quand on les superpose toutes les deux, les franges claires et les franges sombres des deux figures d'interférence sont alternées, et le tout donne un résultat sans interférence. C'est assez extraordinaire. Ça, c'est vrai.
Il y a des choses extraordinaires en mécanique quantique. En fait, faire ce tri, c'est comme si on supprimait artificiellement le défaut de l'intrication. On s'arrange pour trier les cas H et V et provoquer des interférences uniquement avec les H et des interférences uniquement avec les V. Et là, il y a moyen. Là, il y a moyen d'avoir des interférences pour chacun. C'est un peu comme si on utilisait 4 fentes avec Young. On a les 2 fentes, un nous dit quelle fente, et puis on les sépare, et avec chacune, on fait un Young séparé. C'est un peu le principe. Et à nouveau, le fait qu'on ait effectué la mesure sur 1 ou pas ne change rien. Les résultats sont aléatoires, ou sans qu'on puisse savoir si ça vient de la mesure de 1 ou de 2. Notons que ces expériences sont tournées de manière très astucieuse, notamment celle de Marianne Scully qui est bien faite, pour laisser croire à un effet qui remonte le temps. Rappelons-nous, on a les particules 1 et 2, on effectue les mesures sur les interférences sur 2, il n'y a rien, et bien plus tard, on effectue la mesure sur 1. Cela permet de trier et de voir les figures d'interférence, en les séparant en 2 groupes. Ce qui donne l'impression qu'on a un effet qui peut remonter le temps. C'est souvent analysé comme ça. En fait, c'est une erreur. Il n'y a rien qui remonte le temps, pas plus qu'il y a de rupture de la localité. C'est une erreur due à l'interprétation de l'expérience. Avec une interprétation inappropriée, on peut facilement aboutir à des résultats très étranges. Donc, il vaut mieux éviter d'analyser cette expérience, à moins d'être un expert en mécanique quantique, pour faire les calculs exacts de tous les états et dire voilà ce qu'on obtient, c'est tout, ou un expert en interprétation au pluriel, pour dire voilà, selon telle ou telle interprétation, ça se passe comme ça, et il n'y a rien de si mystérieux. Donc je déconseille aussi d'analyser ce type d'expérience, et de voir ce qu'elle donne. On le trouve facilement sur Internet, même Wikipédia. Sauf si vous êtes féru d'étranges, que vous voulez absolument voir le mystère de la mécanique quantique, et vous n'avez pas peur des fausses croyances qui peuvent en découler quand on n'est pas expert. Je vous l'avais dit, les fausses croyances parfois sont très difficiles de se débarrasser. Donc méfiez-vous. Je ne vous interdis pas d'aller les voir. Je vous dis, essayez de faire les choses dans l'ordre, d'apprendre les choses dans l'ordre. Mais si vous y tenez absolument, je ne peux pas vous en empêcher. Je vous dis juste, soyez prudents. Et méfiez-vous de ces fausses croyances. Voilà, alors nous continuerons cette analyse de jeu avec des particules intriquées dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.